Ben moi, il me semble que le débat actuel sur la sécurisation du salarié dans son parcours professionnel, qu'on présente parfois comme quelque chose de nouveau, en fait, c'est pas quelque chose de nouveau, puisque le syndicalisme a toujours eu pour fonction de sécuriser le salarié dans son parcours. Ce qui change, c'est la période dans laquelle ça se fait. Et la manière de sécuriser les salariés dans leur travail aujourd'hui, dans leur parcours, n'est pas la même que celle d'il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans. Quand Catalyst se crée au sein de l'IPSOP, c'est aussi permettre, dans un monde qui bouge, dans un monde de mobilité, mettre en œuvre des outils qui favorisent cette mobilité et cette sécurisation. Pour le syndicalisme, travailler à cette sécurisation du salarié dans son travail, dans son parcours, nécessite, j'allais dire, deux choses importantes qui sont un peu indissociables. Tout d'abord, il faut construire des réponses à ces attentes qui se renouvellent en fonction des périodes dans lesquelles elles se vivent. Et ces réponses, elles se vivent, elles se construisent dans le monde de l'entreprise qui n'est pas un monde idyllique où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Elles se construisent dans un monde qui est fait dans un environnement qui est fait de conflits. Conflits entre l'employeur et le salarié, conflit entre les actionnaires et le management, conflit aujourd'hui entre le consommateur, le salarié, les employés. Donc l'entreprise, c'est une multitude, c'est un confluent de conflits. Et la prise en compte des besoins des salariés ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi. Il ne faut pas simplement construire des outils. Il faut d'abord construire des réponses qui doivent prendre en compte ce conflit pour quelque part les dépasser à un moment donné et après les mettre en œuvre. Et ça, ce premier point, c'est cette construction doit se faire dans le cadre de la négociation entre, là, pour ce qui concerne la sécurisation des parcours, se faire entre l'employeur et les organisations syndicales. Et ensuite, une fois qu'on a construit ces réponses, on met en œuvre ces réponses. Et dans cette mise en œuvre de cette réponse, elle doit se faire dans le cadre d'un cahier des charges, j'allais dire. L'expérience de Catalyst n'est pas modélisable, elle n'est pas la réponse universelle, elle a été la réponse à un moment donné dans un contexte, elle doit poursuivre cette réponse dans un contexte, et c'est pour ça qu'il est très important que Catalyst et les partenaires qui l'ont construit et qui le suivent aujourd'hui se réinterrogent en permanence sur la valeur ajoutée qu'ils apportent dans le contexte d'aujourd'hui, situé dans une période bien précise. Alors, comment s'organise un peu ce réseau un peu d'experts ou du moins de partenaires autour de la CVT? J'allais dire qu'il y a deux types de prestataires, ou deux types de partenaires plutôt. Pour une section syndicale ou pour un syndicat, il y a le partenaire qui a une fonction unique auprès de la section syndicale, auprès de la partie prenante, j'allais dire salariale, et qui ne doit pas forcément, dans sa réponse, tenir compte du conflit, ou du moins il la tient compte, il n'a pas à le gérer, ce conflit. Puisque c'est le cas de l'expertise comptable, quand on fait appel à une expertise économique dans l'entreprise, l'employeur doit donner sa situation et l'expert doit dire ce qu'il voit. Et il rend compte uniquement à la section syndicale ou au comité d'entreprise exactement. Par contre, quand on est dans des outils d'accompagnement, de formation professionnelle, de GPEC, de validation des acquis, de reclassement, un PSE. On est dans des outils ou dans des actions qui sont au cœur du conflit salarial et au cœur du conflit entre employeurs et salariés. Et que les partenaires qui doivent mettre en œuvre ces outils et ces réponses doivent être très, très attentives à ce que ce ne soit pas des outils banalisés, comme si l'accord qui avait été construit sur une GPEC, la réponse était voilà, il n'y a plus de conflit, on a réglé le conflit. Non, le salarié, lui, quand il voudra demander une VAE, par exemple, il rentre en conflit avec son employeur. Parce que l'employeur ne sera pas forcément son intérêt à valider les acquis de ce salarié-là. Donc, c'est de ce point de vue-là, la gouvernance paritaire
peut être, à condition qu'elle ne s'autonomise pas, enfin qu'elle ne devienne pas autonome par rapport à la négociation, elle peut être, elle doit être une valeur ajoutée et un plus qui prend mieux en compte le conflit que d'autres. Je ne vais pas citer d'autres acteurs, mais on pourrait penser que des acteurs du marché privé sont intéressés par la prestation et ne sont pas forcément intéressés, toujours, par la manière dont cette prestation va se mettre en œuvre. Donc, il est très important pour la CDT, effectivement, d'avoir des partenaires qui puissent mieux prendre en compte ce conflit. Et le fait que des salariés puissent faire appel à ces outils est important pour la CDT. D'où l'importance pour la CDT d'organiser des relations aussi entre les différents experts autour de la CDT. Parce que quand un expert économique fait une expertise sérieuse, il va se rendre compte qu'il y a des problèmes de formation, il y a des problèmes d'avenir de l'entreprise, il y a des problèmes de stratégie qui nécessitent d'être pensés, y compris pour les salariés. Et donc on aura là des outils à mettre en œuvre pour préparer les salariés à ces changements stratégiques. Et être dans un système de partenariat qui lie la CFDT avec des experts économiques, avec des experts dans le reclassement, et dont un certain nombre sont paritaires, est intéressant pour donner, j'allais dire, à la CFDT les moyens d'accomplir et de donner des réponses précises. C'est pas à la CFDT de construire ses propres outils. Parce que quand on met en place une gestion prévisionnelle des emplois, il faut être compétent. Donc la compétence, elle appartient à ceux dont c'est le métier. Donc il faut contractualiser, nous, avec les experts. Mais ça nécessite que cette contractualisation elle se passe sur la base d'un cahier des charges qui soit relativement clair. D'abord, on est sur une collaboration très pragmatique. Je pense qu'on n'est pas tous les jours à réinterroger le projet de Catalyst et de notre relation. On est vraiment centré sur qu'est-ce que l'on peut faire ensemble, quelles sont les réponses extrêmement concrètes que peut apporter Catalyst face aux situations dans lesquelles se trouvent les entreprises, individuellement ou collectivement. Je prends quelques exemples. On a travaillé ensemble sur de la GPEC dans le cadre des restructurations sur Vitré. L'Union des entreprises n'a pas vocation à mettre en œuvre, à être une spécialiste de ces questions-là. Mais naturellement, lorsqu'elle doit mettre en œuvre des réponses par rapport à des situations assez complexes, ou un savoir-faire particulier de négociation sur les dimensions sociales, mais aussi locales, avec les partenaires sociaux et les responsables de collectivités territoriales, la Catalyst apporte des réponses qu'on ne trouve pas forcément auprès de tous les opérateurs. Voilà. De la même manière, lorsque, avec le CLPS et d'autres partenaires, on souhaite monter un projet Piquicoil, là encore, on retrouve l'expertise de Catalyst au cœur du projet, hein, avec des savoir-faire notamment touchant les âges au travail, qui sont des savoir-faire particuliers, avec notamment une dimension dialogue social qui se retrouve nécessairement, et d'ailleurs elle débouche, puisque nous venons de signer entre partenaires sociaux au plan national un accord sur les seniors, et on voit bien qu'il y a une pertinence sur tout le travail qu'on a pu faire entre les partenaires, et sur le recours au savoir-faire de Catalyst dans ce projet-là. On pourrait illustrer encore avec d'autres projets, notamment sur les restructurations industrielles dans le milieu de l'automobile, où aujourd'hui Catalyst est fortement positionné, avec notamment une approche dans le dialogue social, là aussi, qui prend en compte et qui même devance les difficultés spécifiques à l'emploi dans ces secteurs-là, et notamment chez certains employeurs, aux difficultés particulières au fait que plusieurs plans sociaux se sont succédés et qu'il y a une vraie difficulté à maintenir un dialogue social de qualité dans l'entreprise face à cette multiplication de plans sociaux. Je pourrais encore prendre d'autres exemples. Je crois qu'il y a eu effectivement l'exemple sur Brest où la Fédération de la métallurgie locale a utilisé les services de Catalyst dans le cadre des plans de restructuration dans la construction navale. Voilà, je pourrais prendre plein d'exemples qui montrent que, de manière très pragmatique, il y a des raisons infinies à nos collaborations. Et puis après, je pense qu'il y a des raisons historiques qui font qu'effectivement, l'Union des entreprises est à l'origine du projet. Étant à l'origine du projet, je pense que ça a aussi modifié en profondeur les pratiques de l'Union des entreprises, qui est une structure patronale représentante du MEDEF dans le département,
mais qui depuis très longtemps pratique finalement ce que prône aujourd'hui le MEDEF autour du dialogue social et autour du changement et de l'accompagnement du changement. Bien avant tout ce discours national et concrètement bien avant ces accords, nous avons une pratique dans le département, et notamment avec l'utilisation des moyens de Catalyst, de la mise en œuvre de ces actions. Voilà. Et donc on a un petit peu d'avance, on est fiers là-dessus, et puis j'espère qu'on conservera cette avance dans nos pratiques futures.